Nous allons parler attractivité et recrutement dans le secteur des services à la personne avec Guillaume Thomas, qui est le président fondateur d'Aladom. Bonjour Guillaume. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous souhaitez, puis présenter Aladom et ensuite on parlera du sujet. D'accord, donc Guillaume Thomas, donc je suis le fondateur d'Aladom que j'ai créé en 2008. Alors moi je suis ingénieur de formation et puis voilà, j'ai toujours travaillé dans le domaine des systèmes d'information et puis en 2008 j'ai souhaité lancer un projet sur Internet et à l'époque, enfin, juste après le plan Borloo, j'ai pu voir que voilà, il y avait quelque chose à faire pour fluidifier un peu tout ce qui se fait dans le monde des services à la personne. Et puis moi-même, je suis père de 5 enfants et donc je voulais, enfin j'avais pu voir à quel point c'était compliqué de trouver des solutions pour la garde d'enfants. Et donc voilà, donc avec ce constat et mon besoin, je me suis dit qu'il y avait moyen de lancer une plateforme euh, d'intermédiation dans le domaine des services à la personne pour simplifier la mise en relation entre l'offre et la demande. Et donc voilà, donc naissance d'Aladom en 2008. Et puis donc depuis cette époque, on s'est positionné sur ce créneau en ayant d'un côté des prestataires de services et de l'autre côté des personnes qui recherchent tous les services à domicile, quoi. Alors, en fait, si j'ai bien compris, vous aidez les acteurs des services à domicile à trouver des salariés. Alors on s'adresse à plusieurs types d'internautes. C'est effectivement les structures de services à la personne qu'on va aider. On va les aider à trouver des clients, mais également à recruter des intervenants. Après, on va également aider donc les consommateurs de services à trouver la meilleure solution, à pouvoir comparer effectivement les offres des structures, mais aussi à contacter des particuliers en direct pour les rémunérer en chèque emploi service. Et puis, on va également s'adresser à tous ceux qui souhaitent travailler dans le secteur, aussi bien auprès des particuliers en étant rémunérés en CESU ou des structures qui vont pouvoir les recruter. Donc voilà, c'est Si moi je dirige une structure de service à domicile, quel intérêt ai-je à passer par vos services pour recruter? Ouais, alors l'intérêt, c'est qu'on ait un guichet unique pour les aider justement à, d'une part, trouver de nouveaux clients. Donc en étant partenaire d'Aladom, bah, elles bénéficient de la visibilité de notre site. Et puis quand les personnes vont chercher, bah, elles vont voir les services proposés par ces structures. Donc ça, c'est sur le côté vraiment commercial, comment se faire connaître et trouver des clients. Et puis également, bah, en fait, on aide les structures à recruter du personnel, puisqu'en fait, elles vont pouvoir bénéficier de notre vivier de candidats et pouvoir diffuser des offres d'emploi à notre base. Mais également, en fait, nous sommes partenaires de plusieurs sites dédiés à l'emploi. On est partenaire de Pôle emploi, d'Indeed, de Facebook Job, Google Job, enfin tous ces sites de recrutement. Et donc, en fait, quand une structure nous diffuse ses offres d'emploi, on va diffuser ces offres sur tout un tas de sites et lui apporter des candidatures, quoi. Alors moi, donc, en tant que dirigeant, ça m'évite de poser les annonces sur chacun des sites Tout à fait, voilà. pour avoir des candidats. Je passe directement par vous pour avoir. Voilà. Euh, Peut-être expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas le secteur, puis ce qui m'intéresse, c'est depuis votre point de vue extérieur dans le recrutement, comment est-ce que vous voyez la situation du secteur au niveau RH? Au niveau RH, alors bon, clairement, c'est un secteur où il a toujours été compliqué de recruter et d'attirer des personnes. Mais là, clairement, le contexte actuel fait que c'est encore plus difficile aujourd'hui et il y a vraiment une forte tension sur le recrutement. Et aujourd'hui, enfin, les chiffres qui circulent, c'est que beaucoup de structures n'arrivent pas enfin, à pourvoir les demandes qu'elles reçoivent et passent à côté de 30 à 40% des sollicitations clients qu'elles peuvent avoir parce qu'elles n'ont pas les salariés, quoi. Et donc La voilà. situation est spécifique en ce moment ou ça a toujours été de ces Alors ça a dernières toujours été compliqué, mais là clairement, avec la reprise, on est vraiment dans une tension extrême. Et puis nous, c'est vrai que donc on est positionné dans le secteur des services à la personne, mais on aide également des secteurs connexes à recruter. En particulier, on travaille avec les maisons de retraite, les résidences seniors, les crèches, et ces secteurs-là aussi
ont vraiment énormément de mal aujourd'hui à attirer du monde, quoi. Est-ce que je comprends bien? C'est la demande qui augmente due à la reprise Ouais, ou c'est, je sais pas, les gens, je sais pas, pareil que la crise ou autre chose, ouais. les personnes ne veulent plus travailler dans ce secteur Non, alors d'activité. la demande, oui, la demande a toujours augmenté hein, depuis qu'on s'est lancé. On voit tous les ans l'augmentation de la demande. Alors là, ça c'est lié effectivement au fait que les familles vont de plus en plus faire appel à ces services-là, que bon, sur toute la partie aide aux personnes âgées, ben, il y a le vieillissement de la population qui fait que effectivement il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin d'accompagnement à domicile. Donc voilà, tout ça effectivement ça progresse. Et puis effectivement, je pense qu'il y a aussi sur la démographie un peu des intervenants, il y a sans doute beaucoup de personnes voilà, qui peuvent partir à la retraite dans ces métiers-là. Et puis effectivement, sur les jeunes générations, un manque d'attractivité de ces métiers. D'accord. Un aspect Qui fait que générationnel. voilà, c'est de plus en plus compliqué d'attirer du monde dans ce secteur-là, quoi. C'est un sujet dont on parle depuis très longtemps. Mm. Je vais provoquer un peu, mais est-ce que c'est peine perdue? Non, je pense que c'est. Enfin, là, ce qu'on a pu voir en particulier avec la crise et le Covid, enfin, on a pu voir effectivement que bah, tous ces métiers enfin, étaient un peu sous les projecteurs, hein, tous les métiers du lien, et que vraiment, voilà, on peut pas, le pays peut pas tourner sans ces personnes qui aident les autres. Maintenant, voilà, c'est pour moi, c'est pas peine perdue, mais il faut vraiment qu'on arrive à trouver le moyen de valoriser ces métiers et de vraiment, oui, c'est ça, de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui puissent se tourner vers ça et vers ce vivier d'emploi, puisque c'est clairement aujourd'hui les services à la personne, un des secteurs qui recrute le plus, qui a le plus de besoins, et puis c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Maintenant, voilà, il faut effectivement trouver le bon moyen de rendre tout ça attractif, quoi. Et on fait comment? Bah justement, nous, enfin, c'est ce qui caractérise Aladom hein, vraiment depuis son lancement. Ces dernières années, on a beaucoup parlé d'ubérisation des services, alors que ce soit sur la livraison de repas, les taxis, les VTC. Enfin, et nous, vraiment, ce qu'on se dit, c'est que justement, on veut aller un peu contre cette ubérisation. Enfin, une des valeurs qu'on pousse chez Aladom, c'est l'humanisation et de dire, ben, nous, la plateforme, elle est secondaire. En fait, ce qu'on met en avant, c'est les personnes qui sont référencées chez nous, les personnes qui vont aller chez les familles pour faire le ménage, pour garder les enfants, pour s'occuper des personnes âgées. Et donc, c'est vraiment, voilà, ce qu'on souhaite vraiment faire, enfin que ce soit en mettant en relation avec des particuliers ou des entreprises, c'est vraiment mettre l'humain au centre et la personne qui va intervenir. Et donc pour moi, c'est ça, voilà, si on arrive à faire ça, à vraiment valoriser l'humain et à aider justement tous ces intervenants à pouvoir s'épanouir dans ces métiers, pouvoir en vivre bien, pouvoir augmenter la rémunération qu'ils vont pouvoir toucher, ne pas subir, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup dans ce secteur de temps partiel subi, de, 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 d'horaires fragmentés, de pénibilité du travail et tout ça. Et c'est là où effectivement il faut innover, enfin du côté des employeurs. Et puis du côté des solutions comme nous, pour vraiment se mettre du côté de l'intervenant et vraiment l'aider enfin, à ce que ces métiers ne soient pas vus comme vraiment les métiers les plus pénibles et vraiment les métiers vers lesquels on va quand on n'a pas le choix, quoi. Et c'est ça qui est important. Et nous, c'est vrai que, enfin, je parlais de l'humain, et donc c'est vrai que c'est important de mettre en avant les personnes qui font le service. Et il y a vraiment une autre notion qui est hyper importante pour nous, c'est une notion de proximité. Et c'est vrai que sur des services, enfin, si on prend tout ce qui est entretien du domicile ou
maintien à domicile des personnes âgées, c'est souvent des prestations courtes. Voilà, quand vous faites de l'aide au lever, vous allez intervenir 3/4 d'heure, 1 heure chez la personne. Si vous avez 3/4 d'heure de transport pour aller faire ça, c'est un non-sens. Et donc c'est pour ça que nous, c'est important de vraiment jouer sur cet aspect géolocalisation et de faire en sorte que quand vous avez besoin d'intervenir chez quelqu'un, faire en sorte que vous soyez à proximité de cette personne. Et c'est vrai dans les grandes villes, hein, c'est effectivement à Paris, si vous intervenez à un endroit, c'est important d'être à proximité. Et c'est encore plus vrai dans les zones rurales où là, clairement, si vous devez prendre votre voiture, faire une demi-heure de route, en plus avec effectivement tout ce qu'on peut voir aujourd'hui autour du prix de l'essence et tout ça, ça devient un non-sens. Et c'est pour ça que pour nous, c'est hyper important d'avoir le maillage le plus complet possible pour vraiment rapprocher la famille chez qui la personne va intervenir et l'intervenant. Oui, non seulement en tant que dirigeant, me trouver du personnel, mais en plus du personnel qui soit proche de là où ils vont intervenir. Tout à fait. Ouais. Et ça, voilà, proche en temps et en distance, surtout s'il faut effectivement prendre son véhicule pour aller sur place. Je comprends ce point. Donc, géolocalisation, facteur humain. En tant que dirigeant, je peux avoir un rôle à jouer. Sur la rémunération, c'est clairement pas moi. Sur la rémunération, effectivement, il faut revaloriser les salaires du secteur. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même un secteur où la plupart des intervenants sont rémunérés au SMIC. Donc, il y a vraiment un enjeu là-dessus. Et là, c'est compliqué parce qu'effectivement, dès qu'on touche un petit peu à ça, c'est tout le modèle économique du secteur qui en dépend. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle sur les prestations aidées de revaloriser les prix planchers, tout ce qui peut être pris en charge. Il faut après effectivement que le modèle économique tienne la route. Et c'est là où aussi, je pense qu'il y a sur cet aspect salaire, il y a un piège en France qui est lié aux exonérations qu'il y a sur les bas salaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, augmenter un SMIC, le coût pour l'employeur est important, puisque effectivement, dès qu'on monte en salaire, on a des exonérations qui disparaissent, qui sont réduites. Et Ah oui, d'accord. Donc c'est une trappe à rester, à garder ses salariés aussi. C'est ça. Et effectivement, on avait fait, si on regarde bien, par exemple, augmenter un SMIC de 100 € par mois, au final, ça coûte à l'employeur 226 €. Donc on est à plus de 2 fois plus. 2 fois plus pour le coût de l'employeur. Et si plus on va augmenter, plus cette différence va être forte, puisque effectivement on va sortir des dispositifs d'abattement de charges qu'il peut y avoir sur les bas salaires. Donc pour moi c'est compliqué, effectivement. Le modèle économique qu'il y a derrière ça est pas facile, puisqu'effectivement ça veut dire que augmenter un peu les salaires, tout de suite ça veut dire augmenter salarial. On passe par une structure, ça va être augmenter ce qui sera facturé au final au client, et tout de suite ça peut refroidir un peu le consommateur. J'ai l'impression que certains veulent une augmentation de salaire, une augmentation du taux horaire, de l'heure, etc., mais qu'effectivement, ça va fragiliser les structures. Oui, tout à fait. Et ça va fragiliser les structures, donc pour tout ce qui est prestations effectivement aidées, où il y a des dispositifs derrière, type APA, PCH et autres, mais aussi tous les dispositifs, tout ce qui est prestations, on va dire, de confort, où effectivement
Aujourd'hui, voilà, quand on passe par une structure et qui va demander entre 22 et 25 euros de l'heure pour une heure de ménage, ben, si l'augmentation du salaire de l'intervenant fait que vous passez de 25 à 30 euros, Ah oui, d'accord. voilà, ça fait un Et gros. donc, en fait, il faudrait augmenter le net sans augmenter, dans une petite mesure, sans augmenter le brut, en fait. Le coût final, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ok, Et d'accord. ça, et aussi effectivement, ouais, voir après, enfin, le modèle et le prix qui sera, enfin, trouver le bon prix, le, le bon prix pour le salarié, enfin, pour le client, et puis pour ce qui au final ira dans la poche du salarié en termes de salaire, quoi. Autre question qui m'intéresse, puisqu'en fait, vous faites à la fois service à la personne et établissement. Mhm. Euh, un truc qui m'intéresse, les salariés, enfin ceux qui postulent pour ce type de poste, par exemple auxiliaire de vie Mhm. ou aide-soignant, ils préfèrent les EHPAD ou ils préfèrent la service à domicile? Parce que moi, ce que j'entends dire, c'est que certains Ouais. commencent dans les services à domicile, service à la personne, sont formés par le service à la personne et au bout d'un moment, ils sont isolés. Ils se sentent Mhm. isolés, donc en fait, ils veulent rebasculer en EHPAD. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est faux? Ouais, il y a effectivement des passages, et nous, c'est ça qui nous a poussé à aller effectivement vers le recrutement dans les EHPAD. Parce qu'effectivement, nous, à l'origine, on aidait les structures de service à la personne à recruter. Et puis, on s'est rendu compte que on avait effectivement un vivier d'auxiliaires de vie, de personnes qui peuvent intervenir auprès des seniors, et que en fait, ces personnes, quand on regarde un peu les CV qu'on voit passer, il y a il y a des passerelles un peu entre les résidences et le domicile, quoi. C'est vrai que euh, le, Parce que moi, ce que j'ai vu des salariés concrètement qui ont postulé, enfin, qui avaient travaillé dans le commerce avant, d'accord, vers 30-35 ans, qui ont choisi de travailler, enfin, qui ont choisi, qui ont trouvé des boulots dans ce secteur-là parce qu'il y avait une formation. Hum, C'est l'enseignement, ils disaient, voilà, je comprends la difficulté de pas avoir de diplôme, j'ai galéré dans le commerce, maintenant je veux une formation. Donc, on peut ouais, choisir plutôt les structures et formations, mais après, il y a le côté solitude ouais. qui leur pèse et ils veulent travailler en groupe et donc ils vont en établissement. Non, ça, et puis c'est après, voilà, encore une fois, on n'est pas tous, tout le monde n'aura pas forcément un établissement à proximité de son domicile, Oui, bien hein. sûr, bien Donc, sûr. et c'est vrai que le maintien à domicile, effectivement, le besoin, il est partout, hein, aussi bien en zone urbaine que zone rurale, et c'est vrai que là-dessus, enfin, je pense aussi, ce qui fait que l'EHPAD va pouvoir attirer des personnes, c'est que potentiellement, je vais passer toute ma journée au même endroit, Oui, sans et quand avoir je bougé. finis Ouais. ma journée, je rentre chez moi. Quand je fais du maintien à domicile, je vais enchaîner les bénéficiaires, je vais avoir une journée Et puis, une journée à rallonge au total, puisqu'en fait, plus les frais rythmée à du rallonge. déplacement ne sont pas forcément calculés. Voilà. Et puis effectivement, avec potentiellement du temps d'attente entre deux interventions. Donc, qu'est-ce que je fais? Si je suis loin de chez moi, je vais pas rentrer chez moi. Donc, voilà, c'est ça qui fait sans doute que effectivement le ouais, l'EHPAD est plus vu comme quelque chose, voilà, où j'aurai des horaires, De stage. une journée, enfin voilà, qui soit plus régulière, et puis avec moins de déplacements, enfin voilà, plus quelque chose qui se rapproche d'un travail classique en bureau, enfin voilà, où je suis toujours au même endroit, quoi. Après, voilà, il y a quand même quelques personnes qui, enfin pour le coup, qui font le chemin inverse et qui vont effectivement, euh, enfin privilégier le domicile à l'EHPAD, parce que voilà, il y a peut-être plus des liens plus forts avec les personnes Puis qu'on peut-être rencontre, des quoi. situations peut-être moins critiques, Oui, ça, moins critique, et puis enfin, c'est peut-être plus difficile en EHPAD avec les situations qu'on rencontre. ouais. Non, ça, c'est vrai que bon, dans un EHPAD, on va effectivement être en contact avec plusieurs personnes. Après, voilà, on sait que la, enfin, la durée en EHPAD est plus courte effectivement qu'au domicile. C'est vrai que quand on va travailler pour quelqu'un à domicile, il va se créer sans doute des liens, et puis voilà, je vais pouvoir travailler plusieurs années. Enfin, surtout si je commence à travailler chez quelqu'un
qui est pas encore dépendant, et voilà, où j'ai commencé par des prestations un peu de confort et puis d'accompagnement, de présence, voilà, ça pourra effectivement durer plus longtemps. Et puis aussi, enfin là, c'est bon, c'est vrai que c'est par rapport au contexte actuel qui fait qu'on voit aussi des personnes qui travaillent en EHPAD et qui vont plutôt se diriger vers les services à domicile, c'est que avec l'obligation du pass vaccinal ces derniers temps, il y a certaines personnes qui ne peuvent plus travailler en EHPAD parce qu'ils sont voilà, ils ont fait le choix de ne pas se vacciner. Et donc pour le coup, ils ne peuvent pas non plus travailler dans les structures de service à la personne, mais ils peuvent, enfin si les employeurs l'acceptent, travailler en direct chez des D'accord, particuliers. Et c'est parfait. vrai que voilà, on voit aussi un peu ce parcours-là, quoi. Avec plus de 10 ans dans le secteur, puis votre vision depuis le recrutement, enfin, puis l'attractivité, s'il y a de moins en moins de candidats, est-ce que je peux en conclure que le niveau des candidats effectifs a baissé? Est-ce que je peux en conclure que les services à domicile ou ce secteur-là va accepter de plus en plus des personnes qui ont de moins en moins de diplômes et de moins en moins de compétences? Non, parce que effectivement, euh, il y aura toujours une formation et un accompagnement, et au final, enfin, si la personne ne fait pas l'affaire, elle restera pas chez le client. Et c'est vrai qu'au final, il y a quand même, il y a quand même ce besoin comment, de Aux besoins répondre du client, bien sûr, à la situation. du bénéficiaire final. Et là, et aussi, enfin, ce qu'il faut voir sur les structures qui recrutent, c'est que elles ont quand même des engagements en termes de qualité de service, qui fait que effectivement, elles ne peuvent pas Oui, dévaloriser, d'accord, oui. enfin dégrader. Bien sûr, Donc, bien sûr. ouais, c'est peut-être effectivement ce qui Oui. fait que ça va être de plus en plus compliqué. Après, il y a quand même, enfin, j'ai pas les chiffres sur les effectifs formés dans le métier, mais je pense qu'effectivement, on est plus sur une courbe ascendante, parce que voilà, il y a des nouvelles formations qui se mettent en place, il y a de l'accompagnement. Sur certains secteurs, on a beaucoup poussé dernièrement tout ce qui est apprentissage, enfin en particulier sur des secteurs comme le maintien à domicile ou la garde d'enfants, où voilà, on va vraiment accompagner des jeunes à se former et à découvrir ces métiers à travers ces dispositifs-là. Et donc voilà, donc je pense que non, enfin, je pense qu'effectivement, on a plutôt une augmentation de la qualité des prestations et des profils lié au fait, enfin aussi qu'il y a une augmentation quand même de la professionnalisation du secteur. Et voilà, aujourd'hui, on voit en particulier sur le maintien à domicile, hein, les structures sont de plus en plus nombreuses, la part des acteurs privés augmente, et effectivement derrière ça, il y a une volonté de qualité de service qui fait qu'on va accompagner les personnes. Il y a aussi un peu, je dirais, tout un tas de nouveautés aujourd'hui autour de la responsabilisation des intervenants. Enfin, et c'est aussi ça, je pense, qui peut aider Ouais. à rendre le Par secteur. exemple, travailler en équipe autonome, ce genre de choses, Ouais, par ça, voilà. exemple. Tout ce Mm. qui tourne effectivement autour de Buurtzorg, ou enfin Ouais, c'est ça. tous ces modèles un peu importés du Nord, qui font qu'effectivement, oui, je pense que la solitude de l'intervenant, elle est importante, hein. Et c'est vrai que quand on est recruté, qu'on ne voit jamais personne d'autre, qu'on est toujours chez ses clients, ça peut être un peu compliqué. Et effectivement, tous ces nouveaux modèles, justement, doivent permettre effectivement de mieux valoriser ces personnes, et puis de leur donner cette possibilité de croiser d'autres personnes. Et c'est là aussi où effectivement la différence entre les salariés du particulier employeur ou les salariés des structures, c'est qu'aujourd'hui, salariés du particulier employeur, on est tout seul, il y a pas d'équipe, il y a pas de collègues, il y a pas de, alors qu'effectivement, on voit quand même dans les structures, enfin que ce soit les associations ou les entreprises, il y a quand même cette volonté de créer un corps, de faire se rencontrer des personnes, d'organiser des
des rencontres, des petits déjeuners, des déjeuners, des formations, des choses comme ça qui font que voilà, on n'a pas ce sentiment d'être tout seul dans son coin à travailler, quoi. Entre le secteur privé et le secteur associatif, il y a le même manque dans le recrutement, il y a le degré d'attractivité, c'est le même, c'est la même chose. Ouais, alors je pense que Et en les fait, deux, est-ce que quelqu'un va choisir O2 parce que c'est une marque privée, je vois à la télévision, plutôt qu'une association du ouais, coin ou pas? c'est, je pense que encore une fois, c'est vraiment le côté respect de mes attentes. Voilà, si je veux effectivement faire tant d'heures, ça sera celui qui arrivera à me donner le nombre d'heures qui va bien. Et puis, c'est aussi effectivement les équipes sur place et voilà, d'une agence à l'autre, on peut ne pas avoir forcément le même management et les mêmes personnes. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'effectivement les structures privées vont être un peu plus attentives aux aspects RH. Là où effectivement, les associations sont plus sur un modèle, enfin, plus un peu à l'ancienne, on va dire, où effectivement, il n'y aura pas forcément de volonté d'accompagner, de former et de donner des perspectives d'évolution. Après, voilà, si on prend O2 que vous citiez, enfin, O2 communique pas mal sur le fait que certains intervenants peuvent par la suite être aidés à ouvrir eux-mêmes leur agence et aller vers ça. Donc ça laisse effectivement des perspectives d'évolution dans ces structures-là, voilà, avec des structures grandissantes et une réelle volonté du franchiseur à accompagner, à permettre effectivement aux intervenants de progresser, dans la structure, quoi. Autre question, mais suivant notre critère, suivant, parce que quand vous travaillez sur les services à la personne, il y a tous les services à la personne dedans. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a des sous-secteurs qui ont plus de mal que d'autres au niveau recrutement Ouais, et à l'inverse, des secteurs qui n'ont aucun problème? non, c'est moi ce que je pensais. Enfin, c'est vrai qu'au début, quand j'ai lancé Aladom, j'imaginais qu'un petit peu que les personnes allaient pouvoir justement cumuler un peu les secteurs, c'est-à-dire faire potentiellement de la garde d'enfants, du ménage, Ah, d'accord. de l'aide aux personnes âgées, voilà, en se disant potentiellement, voilà, le matin, aller chez une personne, l'aider à prendre le petit déjeuner, tout ça, l'après-midi, faire du ménage chez un particulier, et puis en fin d'après-midi, faire du périscolaire. On se rend compte qu'en fait, il y en a quelques-uns, mais c'est plutôt Par rare qu'il y ait silo. justement Par silo. des passages. On est plutôt sur des silos. Après, donc si on parle après de différence d'un secteur à l'autre, ce qu'on voit aussi, nous, un petit peu, c'est qu'il y a quand même il y a quand même, enfin, pour certains secteurs, il y a des moments dans l'année où où il y a une forte demande. Typiquement, si on prend la garde d'enfants, le mois de septembre, tout le monde cherche la même chose au même moment, donc forcément, c'est très compliqué. Sur le soutien scolaire, c'est pareil. Nous, on aide aussi les structures de cours particuliers à recruter des professeurs. Et voilà, c'est pareil, c'est la rentrée. Et puis c'est à chaque fois qu'un bulletin, que les bulletins arrivent, que les parents se réveillent pour mettre en Ah place oui, mon enfant a besoin. des Tristan, tu vas cours. recevoir des cours. D'accord. Et c'est donc voilà, pour ces secteurs-là, on a vraiment une saisonnalité sur la complication. Après, sur les autres, enfin tout ce qui est maintien à domicile, c'est vraiment on va recruter tout au long de l'année. Tout ce qui est ménage aussi, c'est pareil. Là, on va aussi avoir un effet rentrée, remise en place de l'organisation. Et puis, ce qu'on voit aussi sur l'entretien du domicile, c'est souvent en janvier, en début d'année, c'est pareil. On prend des bonnes résolutions, on D'accord. met en place les choses, et donc voilà, on va avoir. Mais aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas un de ces services-là où ce soit pas compliqué de recruter, quoi. Pour tous ces secteurs, on a des difficultés, et donc voilà, il faut réussir
attirer, enfin, d'une part à faire savoir qu'on a des postes disponibles, et puis après, effectivement, à réussir à faire venir les gens chez soi, quoi. Même question, entre milieu rural et milieu urbain. Oui, Est-ce que le recrutement est plus difficile au milieu rural ou au milieu urbain, par exemple? il est, euh, je dirais, en termes de volume de candidats, ce sera toujours plus difficile, effectivement, d'attirer du monde sur des zones rurales, hein. Mais c'est vrai que si on arrive à toucher la bonne personne, encore une fois, avec cette notion de proximité, de dire, bah voilà, je recrute quelqu'un pour intervenir à tel endroit. Euh, enfin, voilà, si on arrive à trouver, ça sera plus facile de convaincre la personne à venir, parce qu'effectivement, il y aura sans doute il y aura moins de concurrence, il y aura moins D'accord. d'alternatives à la personne. Alors, Et voilà, d'où l'importance de la géolocalisation dont vous parliez voilà, tout à c'est l'heure. ça. Mm. Après, c'est sûr que voilà, bon, c'est sûr que euh, comment faut après, à partir du moment où on fait un contrat de travail à quelqu'un, voilà, si on n'a pas, ça sera plus difficile effectivement de remplir un planning à un endroit donné. Et c'est pour ça qu'effectivement, je pense que en zone rurale, le fait d'avoir plusieurs employeurs est très répandu, parce qu'effectivement, les personnes vont à la fois cumuler de l'emploi payé en chèque emploi service, de l'emploi en association, de l'emploi dans une structure privée, et tout ça va faire qu'elles vont remplir leur planning. Là où effectivement, en zone urbaine, bah, on sait qu'en allant toquer à n'importe quelle agence, elle sera capable de fournir le nombre d'heures qui vont bien, quoi. Et c'est là où effectivement, je pense que il y a peut-être des choses à imaginer, effectivement, pour que les structures puissent potentiellement se Au moins, coordonner les emplois du temps. Parce que coordonner. j'étais en train Voilà. d'imaginer le auxiliaire de vie en train d'avoir trois employeurs. Voilà. Ouais. Le casse-tête que ça doit faire pour faire les emplois du temps, hein. Ouais, non, c'est sûr. Et donc voilà, donc c'est là où effectivement, je pense qu'il y a peut-être des choses à imaginer, effectivement. Et c'est pour ça aussi, je pense que ben, c'est important effectivement d'avoir des acteurs qui soient de plus en plus gros et qui puissent justement, ben, par rapport à leurs équipes intervenantes, leur proposer, enfin, effectivement, remplir les plannings plus facilement, quoi. Une conclusion ou quelque chose à rajouter? Non, bah, c'est sur par rapport à l'actualité, bah, c'est vrai on attend tous, hein, dans le secteur, la nouveauté du Oui. crédit d'impôt immédiat, hein, qui va arriver normalement l'année prochaine, hein. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus là-dessus, mais clairement, aujourd'hui, je dirais, enfin, qu'est-ce qui fait que c'est encore difficile aujourd'hui de recruter dans le secteur? C'est que bah, il y a toujours aujourd'hui la concurrence du travail non déclaré qui fait qu'effectivement, et sur les prix et sur ce que les intervenants vont percevoir au final, ben, il y a toujours une place pour le travail non déclaré. Et donc aujourd'hui, donc pour revenir sur le crédit d'impôt immédiat, donc c'est donc annoncé pour l'année prochaine le fait que les consommateurs n'auront, enfin donc aujourd'hui, si en janvier je paye, on va dire 100 euros sur les services à la personne, ben je récupérerai l'année suivante, quand j'aurai fait ma déclaration, 50% de ce que j'ai payé. Là, ce qui est annoncé, c'est que l'année prochaine, en fait, je n'aurai plus qu'à payer la moitié de ce que ça me coûtera réellement. Donc voilà, si je dois Donc, payer il 100 n'y a, euros, il y a plus l'avance de trésorerie à faire voilà, il n'y aura plus à avancer la trésorerie. Et donc là, pour le coup, euh, ceux qui aujourd'hui se disaient, ben, oui, c'est sûr que si je déclare, je récupère 50%, mais je récupère 50% dans 6 mois, 1 an, 18 mois. J'avance l'argent pour l'État. Bon, voilà. Alors que si je paye
si je paye au black, voilà, je paye en liquide et mes 50%, je les récupère tout de suite, quoi. Ça risque d'augmenter le nombre de la demande, en fait, des clients. Ça va surtout réorienter tout ce qui aujourd'hui est resté dans le marché D'accord, surtout ça, d'accord. non déclaré vers du déclaratif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette crise aussi, enfin, dans ce ce qu'elle a pu montrer sur le secteur, elle a montré effectivement que le fait de payer des charges, c'était pas pour rien, parce qu'effectivement, tous ceux qui ont pu bénéficier du chômage partiel, parce que justement ils pouvaient plus intervenir, ça a pu être fait parce que effectivement ils étaient déclarés. Et c'est vrai que tous ceux qui effectivement ne déclaraient pas tout. Alors après, il y a le travail au noir, mais il y a aussi le travail au gris, hein. Il y a des personnes qui vont effectivement faire quelques heures déclarées et puis Complète, ouais. qui vont avoir un complément qui sera complètement sous les radars. Et là, pour le coup, quand il y a, bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres crises et d'autres confinements et d'autres chômages partiels à activer, mais on voit quand même que, effectivement, les personnes qui étaient dans les clous ont pu bénéficier de prise en charge du chômage partiel, de compléments et tout ça. Et donc voilà. Donc là, effectivement, si pour l'employeur, enfin aujourd'hui, clairement pour l'employeur, il n'y a aucun intérêt à ne pas déclarer son intervenant, puisque quand on regarde bien les calculs, à partir du moment où on récupère 50% en réduction de crédit d'impôt, au final, ça coûte moins cher Ah oui, oui. que ce qu'on paye. Donc il n'y a pas d'intérêt. Le seul intérêt, c'est souvent l'intervenant qui ne veut pas être déclaré, parce que potentiellement, à partir du moment où il déclare ces salaires-là, il va sortir de certains dispositifs, et puis bon, c'est un peu la punition de reprendre Ah oui. un temps partiel, voilà. Donc, il préfère effectivement cumuler des aides et du travail non déclaré. Et puis pour l'employeur, c'était effectivement ce fait d'avancer l'argent en attendant de récupérer sa réduction sur crédit d'impôt. Donc bon, voilà, il y a des choses qui avaient été mises en place quand même avec les 60% de crédit d'impôt versés en début d'année pour ceux qui utilisaient les services à la personne depuis un certain nombre d'années. Donc tous ces dispositifs-là étaient déjà là. Mais là, clairement, le crédit d'impôt immédiat va quand même changer la donne. Et clairement, si au final je ne paye que 50%, que le reste à charge tout de suite, forcément ça va donner un appel d'air énorme au secteur. Alors oui, ça va augmenter la demande. Maintenant, ça va augmenter je pense qu'en ramenant dans le secteur une partie du travail qui aujourd'hui n'est pas déclaré, ça va également refaire venir des salariés dans le secteur qui vont être déclarés, qui vont pouvoir bénéficier de tout ça. Et puis clairement, voilà, on s'attend à une augmentation de la consommation. Après, ça peut être effectivement du nombre d'heures qui est fait. Typiquement, voilà, si vous savez qu'en passant de 2 à 3 heures ou 4 heures de ménage, ça vous coûtera pas forcément plus tout de suite. Voilà, vous allez peut-être aussi être encouragé à augmenter les volumes. Et donc, pour le coup, pour les intervenants, ça leur permettra d'augmenter le nombre d'heures qu'ils peuvent faire, quoi. Donc voilà, donc tout ça, pour moi, c'est des bonnes choses pour le secteur. Maintenant, voilà, il y a encore beaucoup d'inconnus sur comment ça va être mis en place. En vous écoutant, je me dis, il y a quand même encore beaucoup de travail à réaliser et des choses à changer, à faire évoluer pour que le secteur soit à son niveau, quoi. Ouais, ça. Et c'est effectivement, j'espère. Alors après, encore une fois, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est le calendrier. C'est qu'en janvier, normalement, les personnes qui font de l'emploi direct en chèque emploi-service pourront activer le crédit d'impôt immédiat. Que 3 mois après, les salariés les clients des structures prestataires ou mandataires pourront aussi en bénéficier. On sait aussi que dans un premier temps, il y a certains services qui seront
qui ne seront pas concernés, hein, tous les services qui bénéficient d'aides comme l'APA ou la PCH, et également tous les services de garde d'enfants où il a été annoncé que ce serait pas tout de suite. Mais en tout cas, voilà. Bon, pour les services qui vont être concernés, on espère tous que ce qui va être mis en place ne sera pas une usine à gaz et qu'effectivement ce sera très simple et que au final, le consommateur, ben voilà, paiera uniquement les 50% qui restent à sa charge, quoi. Et donc, pour moi, tout ça, ça peut effectivement augmenter la demande et idéalement augmenter l'offre également en poussant des personnes à aller vers ça. Et ça, il y a un gros travail de communication à faire, effectivement, pour encourager des personnes à aller vers ces métiers-là, non pas par défaut, mais vraiment par conviction, quoi. Super, merci Guillaume. Guillaume Thomas, je rappelle que vous êtes président fondateur d'Aladom. Merci beaucoup. Merci Frédéric.